Chers auditeurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir mon compatriote Stéphane Cuvelier sur TVADP. Bonjour Stéphane. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, né à Bruxelles il y a un demi-siècle, tu débarques à Paris en 1996 pour tenter ta chance. Oui. Depuis, tu as fait du chemin. Tu as joué dans d'innombrables longs métrages, des courts métrages, des publicités diverses et variées. Tu as également joué dans de nombreuses comédies sur les planches. Tu as plusieurs one-man shows à ton actif. Le dernier en date est bien sûr Bisous. Tu es d'ailleurs toujours en tournée et tu fais le sale comble partout où tu passes. Je crois même que tu joueras à Montréal le 30 septembre prochain. C'est waouh! Et pour les réservations, d'ailleurs, tout le monde peut aller sur ton site, hein, c'est www.stéphanecuvelier.com. Stéphane avec le F, tu y tiens, hein, je pense. Sans le E, oui. Alors, tu es un humoriste hors pair et surtout un être humain de valeur. Tu es de tous les combats et sur tous les fronts depuis 3 ans maintenant, ou quasi. Depuis le début de cette crise. Tu as aussi participé au mégathon de Eric Montana en juin dernier, aux côtés de 90 personnalités de tous horizons. Alors, quelque part, tu mets ton nom, ta notoriété et ton talent de comédien au service de l'humanité. Tu contribues en effet largement à réveiller les gens avec ton arme de prédilection, l'humour. Alors Stéphane, au nom de Eric Montana, de TVADP et de Journalistes sans frontières, je te dis merci, 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 parce qu'à travers le rire, tu éveilles de nombreuses personnes et tu as une fonction sociale de grande importance. Et à titre personnel, je tiens à te dire que ce que j'admire le plus chez toi, c'est ton authenticité, parce que tu n'hésites pas à dire ce que tu penses et à dire non. Non à tout ce que tu trouves stupide et injuste. Alors là, c'est là qu'on voit que tu es super lucide. Alors j'ai ma première question, c'est Stéphane, d'où te vient cette force? Alors déjà, merci Catherine, parce que je reçois là. Hein. Merci, je suis très touché par tes mots. Ça me touche beaucoup. Alors, d'où vient cette force? C'est marrant, beaucoup de gens pensent que c'est une force. Non, c'est juste une acceptation de ce que je suis. Voilà, je suis comme ça, je ne me pose pas de questions. C'est ça, je suis depuis gamin. J'ai toujours fait les choses comme je voulais, j'ai toujours fait les choses comme je l'entendais, j'ai toujours fait les choses. Parfois, je me suis bourré, parfois, je me suis vraiment planté, parfois, j'en ai pris plein la gueule, mais j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, est-ce une force ou plutôt une débilité profonde d'aller tête baissée par moment? Mais j'écoute mon cœur, j'écoute aujourd'hui plus mon âme aussi. Et je me dis que voilà, si ce que je suis peut aider, peut apporter quelque chose aux autres, eh bien tant mieux, prenez. Mais je ne joue pas le prof en tout cas. Je suis que ce que je suis et voilà. J'ai pas l'impression d'avoir une force. J'ai juste l'impression d'avoir du caractère, ça c'est sûr. Mais surtout une volonté de la justice et du bien-être et surtout du bien moral. Enfin voilà, toutes ces choses que je défends depuis longtemps. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment ton authenticité qui t'amène à cette souveraineté d'être pleinement vraiment qui tu es. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que quand on est aligné profondément à qui on est capable de tout et de tenir vraiment face à n'importe quoi, n'importe qui. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que tu sais, quand je te dis que je ne pose pas de questions, c'est un petit peu comme je prends une métaphore. J'aime bien les métaphores. Hein. J'utilise souvent des métaphores parce que j'aime beaucoup ça. C'est un peu comme si, voilà, on te propose un plat de spaghettis. Ce plat bolognaise, voilà. Ce plat te plaît pas.
Tu vas pas te poser la question pourquoi il te plaît pas, c'est comme ça. Tu vas pas te justifier, t'aimes pas, c'est comme ça. C'est le même principe pour tout. Il y a des choses comme ça qui viennent naturellement. Tu te poses pas de questions, tu te dis pas, tiens, pourquoi je pense ça, pourquoi je sais. Non, c'est comme ça. Moi, il y a des injustices, il y a eu, par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a des choses qui ont été imposées, auxquelles je n'adhérais pas du tout. J'ai pas toujours besoin d'expliquer pourquoi j'adhérais pas. J'ai pas envie, puis c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, quoi. Et ça, c'est un petit peu un leitmotiv que j'ai dans ma vie, c'est tant que ça fait pas mal à l'autre, tant que ça me protège moi et que ça me donne la force, là, dans le cas à moi, Mm. je n'ai pas à me poser des questions, je fais ce que je veux, quoi. Je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux. Et justement, comment et quand as-tu pris conscience de la supercherie que nous vivons au début? Ah, très vite, très très vite. Ça a été, écoute, l'anecdote est très rigolote parce que voilà, moi, je- au départ, j'ai mis le masque. Hein. Faut quand même, pendant 2 semaines, j'ai mis ce masque, j'ai mis des gants, j'ai mis du gel hydroalcoolique. Et pendant 2 semaines, hein, j'ai quand même fait tout ça. Et après 2 semaines, je tombe sur une vidéo de professeur Raoult, Didier Raoult, et qui nous dit que voilà, le confinement ne sert strictement à rien, que ce virus n'est pas plus dangereux qu'un autre, qu'avec avec la chloroquine, on pouvait le soigner facilement. Donc tout était. Je dis, attends, c'est qui ce fou qui est en train de nous dire tout ça? Et je vais taper après sur le net pour savoir qui est cet homme, professeur Raoult. Et là, je vois son cursus. Et là, je dis, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Ce mec est un des plus grands virologues au monde et est en train de nous dire que ce qu'on vit est pas si gravissime que ça. Et là, j'ai commencé à tilter. Là, je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que là, je suis en train d'écouter ces crétins du gouvernement qui me disent, voilà, on vous confine, vous avez intérêt à mettre un masque, vous avez intérêt à mettre une distance. Je suis en train d'écouter des connards qui sont sortis de l'école sans diplôme d'humanité, uniquement, enfin, d'humanité, d'humanisme. C'est toujours ça que je pense. Sans diplôme d'humanisme, juste, voilà, des petits papiers pour pouvoir faire de la politique, et c'est eux qui me disent que je dois faire attention à un virus. Et à côté, j'ai un professeur, un éminent professeur qui me dit que c'est des couillonnades. Je vais plutôt l'écouter lui. Et c'est comme ça. Vraiment, c'était quasi du jour au lendemain. J'ai dit, oulala, stop, stop, stop. Ah, putain. Là, j'ai jeté le masque. J'ai arrêté ces couillonnades. J'ai dit, maintenant, j'ai un petit peu approfondir ce qui se passe. Et voilà. Et de fil en aiguille, très vite, j'ai compris la supercherie. Très vite. Oui. Et ouais, moi, je me souviens à la télévision, sur des chaînes que je ne citerai pas parce qu'on ne va pas leur faire de pub, mais le défilé de chiffres tous les jours, c'était tellement abrutissant, incroyable. Hein. C'est là que moi, j'ai compris qu'il semait la peur à tout prix et c'était affolant. Voilà. C'est bien que tu dis, c'est le deuxième déclencheur vraiment qui m'a fait prendre conscience de ce qui se passait aussi. C'était un monsieur, je vivais à Brennaleux à l'époque, et je rencontre un monsieur dans le parc en face, et hop, je vois que ils sont fous, on s'approche, voilà, sa fille joue avec mon fils en fait. Et on entame une conversation, puis il me dit à un moment comme ça, il me dit, vous savez, euh, parce qu'il déjà compris, il avait compris que c'était une supercherie, il me dit, je vais vous dire quelque chose, monsieur, parce qu'au départ on se voyait, je vais vous dire quelque chose, mon frère avait le cancer, est en phase terminale. Je te parle de ça en mars, hein, donc 2020, en mars. Hein. 2020. Donc, il dit voilà, mon frère est en phase terminale du cancer, il est à l'hôpital, et il est décédé la semaine dernière, et sur le papier, c'était mis mort du Covid. Et là, j'ai fait ah, ok, d'accord, il joue à ça en fait. Ouais. Donc, ils vont jouer sur. C'est ce que j'ai dans un de mes sketchs hein, qui est diffusé sur le net, et dans mon spectacle, c'est à l'époque, peu importe de quoi il mourait, on faisait ça, boum, c'était le Covid. Et c'est comme ça que les chiffres ont été gonflés, on le sait. Ouais, ouais, malheureusement. Et justement, est-ce que cette période Covid t'a transformé, toi? Est-ce que tu as développé de nouvelles choses depuis cette mascarade? Oui, j'ai développé. Oui. Ça m'a beaucoup transformé. Et parce que, en fait, je pense qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui dégageait déjà ça. Dans le monde d'avant, il y a des choses qui me gênaient déjà. Il y a des choses. J'avais déjà fait des soirées caritatives pour des enfants maltraités dans le monde d'avant. Donc j'ai pas. Donc j'ai toujours eu ce côté en moi. J'ai trouvé très injuste la cigarette, par exemple. C'est un exemple que je sors souvent, mais que j'ai vraiment ressenti. Je suis un ancien fumeur. Mais quand je dis un ancien fumeur, je fumais il y a 20 ans à l'époque près de deux paquets de cigarettes par jour. J'étais un gros fumeur.
Et j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Ça, c'est mon côté radical aussi. Du jour au lendemain, j'ai même pas dû faire quoi que ce soit. J'ai dit non, j'arrête. Et j'ai arrêté. Et j'avais arrêté de fumer, donc j'étais un non-fumeur. Et quand la loi est passée, qu'on ne pouvait plus fumer dans les restaurants, les cafés, alors que j'avais arrêté de fumer, je trouvais ça injuste. Tu vois, déjà là, je dis, mais attends, ils sont qui pour décider à la place du restaurateur? Un restaurateur, il paye ses charges, il paye son loyer, peut-être c'est même à lui déjà. Il doit faire ce qu'il veut. Si toi, tu n'as pas envie d'aller dans un café où on fume, tu n'y rentres pas, c'est tout. C'est toi qui décides d'y entrer ou pas. Et là, déjà là, j'avais tilté en disant, c'est quoi, qui sont ces gens, qui est ce gouvernement qui ose décider à la place d'un homme qui est chez lui, parce que son restaurant est à lui, son café est à lui. Alors certes, après, on peut discuter, ça gêne, ça pue, tout ce qu'on veut, ça, on peut en discuter. Hein. Mais je parle du principe à la base. C'est que l'imposition, déjà, je trouvais, j'étais pas en accord avec ça. La fameuse ceinture de sécurité obligatoire, ils sont qui pour obliger ça? Et tout ça me gêne. Ouais. Après que ça protège, tout ça, je discute pas. Les gens veulent le mettre. Justement, c'est à vous à savoir si ça vous aide ou pas. C'est pas un gouvernement à vous imposer quoi que ce soit. Je prends la ceinture de sécurité. Moi, tu sais, j'avais fait une vidéo, j'avais pas mis la ceinture, et il y a pas mal de gens qui me disent Monsieur Cuvelier, votre ceinture, votre ceinture, votre ceinture. Et j'avais répondu j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Et là, il y a des gens qui me disent ah ben bravo, ben écoute, voilà, ben, si tu passes à travers la vitre, ben il faudra pas pleurer. Donc voilà, hein, le discours un petit peu récurrent. Et ce que je vais te dire est vrai, c'est l'histoire vraie. Ma mère est décédée à l'âge de 36 ans d'un accident de voiture, d'accord? Ils étaient à 4 dans la voiture. Mon beau-père était au volant et ma mère était côté passager. Elle a eu donc un accident de voiture, elle est décédée dans la voiture. Elle est décédée à cause de quoi? Elle portait pas la ceinture. Elle portait la ceinture, pardon. Ah oui, Et bah bon, oui. elle portait la ceinture. Et mon beau-père la portait pas. Il a réussi à sauter de la voiture, donc il était sauvé parce qu'il ne portait pas la ceinture. Tu vois? Donc, la moralité de ça, c'est peu importe. C'est tu fais ce que tu as envie. Ça aide beaucoup de gens sûrement, mais il y a toujours une histoire derrière. Et il faut l'écouter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger déjà. Et puis Oui. surtout que c'est pas à eux, ces salopards en haut, qui doivent décider à ta place. Moi, si j'ai pas envie de la mettre, c'est que j'ai une raison. Moi, pendant des années, moi j'étais voilà, focalisé là-dessus. Je fais, ben, ma mère est morte parce qu'elle portait la ceinture de sécurité. Si elle n'avait pas porté, si elle avait réussi à sauter de la voiture, elle vivait encore. Oui, oui, c'est Voilà. pas la première fois que j'entends ça, hein. Non, Mais c'est pour ça. justement, Mais dans de cette nouveau, je société, parle. ouais, Attends, excuse-moi, Catherine, vas-y, j'insiste. vas-y. C'est sur l'obligation de ces salopards. Hein. Moi, je ne dis pas que la mettre est débile, hein. Pas du tout. Je ne dis Non, pas que non, ceux qui mettent la j'entends ceinture, bien. c'est des cons. Pas du tout. Je dis simplement pourquoi ces salopards, parce que moi, je ne suis plus appelé autrement, hein, j'ai plus d'autres mots, pourquoi ces salopards obligent. Et effectivement, pourquoi ils obligent? Parce qu'ils savent très bien que une fois sur deux ou une fois sur trois, on va oublier de la mettre. Hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le bip, 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 bip. Et pauvre, On va la mettre, eh ben, boum, des on va milliards à craquer. l'État. Et voilà, ils le savent très bien. Comment est-ce possible? Pourquoi tu veux protéger quelqu'un, tu lui mets une amende? C'est quand même curieux comme concept. C'est Oui, voilà, oui, je veux vous protéger. Si vous ne protégez pas, vous payez. C'est bizarre comme concept, je craque trouve. dedans. C'est bizarre. Si tu Oui. analyses un petit peu, c'est très curieux comme concept de te faire payer si tu ne te protèges pas. Dans la vie courante, ça n'existe pas. Ouais, Il y a non, que c'est eux toujours la pour répression, inventer hein. ça. Oui, Mais complètement. c'est, si tu regardes bien, on est conditionné, cette société, le gouvernement, on est conditionné pour tout dès qu'on est. En fait, on nous impose tellement de choses, ne fût-ce que l'éducation, je pense que tout est à refaire, hein. Je crois que tu en as aussi beaucoup parlé, de l'éducation, de l'école. Je pense que tout est à revoir parce qu'il y a rien qui est fait pour le bien-être des enfants. Écoute, j'ai une anecdote que j'ai reçue hier. C'est tout frais. J'ai reçu hier un message de quelqu'un qui me suit sur les réseaux et qui travaille dans une école. Elle me dit, voilà, Monsieur Cueulé, ça c'est encore une bonne à vous raconter. Et effectivement, quand j'ai lu, c'était une bonne. À l'école, donc dans sa classe, à l'école, donc, ils ont parlé des fake news. Tu vois? Faites attention aux fake news sur les réseaux sociaux. Et la moralité, la finalité de ça, tu sais, c'était quoi? Regardez la télévision et faites confiance à ce qui passe à la télévision. Et j'ai fait là, c'est magnifique. Les girafes, c'est magnifique. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, faites attention aux fake news sur le net pour être sûr de la véracité des propos. Regardez la télé. Et là, j'ai dit, on y est. Alors là, c'est beau. Donc, voilà. Alors, on va dire à nos auditeurs et nos téléspectateurs, jetez tous votre télévision, jetez-la. Bah, je pense que ceux qui nous suivent le savent très bien.
Oh, il y Oui, en a oui. encore qui regardent, hein, ça, je sais, il y a des gens qui me suivent et qui regardent encore la télé. Je ne juge pas, évidemment. Je ne comprends pas. C'est vrai que je ne comprends pas aujourd'hui. Je ne dis pas les programmes, les films et les programmes de variété à la limite, hein, mais le JT ou ça, je ne comprends pas. Qu'on puisse Non, encore moi non regarder ça aujourd'hui, je plus. ne comprends pas. Ouais. Non, moi non plus, je suis comme toi. Et d'ailleurs, je n'ai plus de télévision. Mais voilà, chacun avance à son rythme et tout est respectable, hein. On n'a pas à juger, c'est clair. Tu le dis souvent aussi. Et, Moi, et j'aimerais. je me suis permis de juger à partir du moment où ça empiétait sur ma vie. Ah Là, oui. oui, Là, j'ai jugé. C'est-à-dire, j'ai jugé ces connards qui se faisaient vacciner pour avoir un pass sanitaire pour aller au spectacle. Là, ah j'ai oui, oui. jugé. Parce que là, j'ai dit, attends, salopard, en faisant ça, tu me prives aussi. Là, je me suis permis de juger. Après, moi, de ta santé, tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où il y a eu cette création de pass nasitaire, hein, le Covid Safe, comme je disais à l'époque, là, tu dis, là, j'ai le droit de te juger parce que par ton acte, tu prives tu me prives déjà de choses, mais Ouais. surtout tu as privé mes enfants de faire pas mal de choses. Et là, je t'en veux. Donc là, je me suis permis de juger, ça c'est vrai. Oui, oui. Oui, ben oui. C'est compréhensible, hein, parce qu'effectivement, on a été privé de tellement de choses. Mais bon, en même temps, on s'est réinventé, hein. On a fait des soirées à la maison, entre amis. On a trouvé des moyens de contourner toute cette situation anxiogène. Ah oui, complètement. Oui. Et puis, justement, d'où est venue l'idée de Josie, notre amie Josie? Mais c'est pas, encore une fois, tu sais, c'est pas une idée, c'est instinctif. Un jour, j'ai sorti ce prénom, voilà, je sais pas d'où ça sortait évidemment. J'ai sorti ce prénom, et puis de fil en aiguille, en fait, si tu veux, c'est à la troisième. J'ai commencé à me rendre compte qu'elle est de son existence quand il y a des gens qui soulevaient son physique, parce que je me foutais de sa gueule de son physique au départ, parce qu'elle avait qu'une oreille, elle avait qu'un sein, elle avait une jambe de bois, elle avait des cheveux rouges, et se faire. Mais je me rendais pas compte de ce que je disais. Et un jour, quelqu'un a fait l'addition, il dit, Josie, elle est quand même ravagée. Et il a commencé à faire tout ce que j'avais, tout, dans toutes les vidéos. Et donc elle a 50 ans, puisqu'elle a le même âge que vous. Ben, elle habite donc à Juprel, puisque vous êtes à Juprel et vous dites qu'elle est à 2 kilomètres puisqu'on ne pouvait pas se déplacer autant. Et à la fin, j'ai dit, waouh! Et vraiment, elle fait le squelette de ma Josie. Et là, j'ai pris conscience que c'était vraiment un être qui existait dans le collectif. Et ça, c'était amusant, mais c'est venu comme ça, je ne sais pas du tout. Et même moi, c'est devenu une amie proche, quoi. Ça devient un peu schizophrénique, mais euh, c'est une amie proche, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Sacrée Josie. Ah oui. Et alors, je n'ai pas vu beaucoup d'artistes prendre la parole comme toi, à part des personnes comme Ingrid Courrèges, avec qui tu fais le spectacle en Suisse, hein. Je pense qu'elle t'accompagne en Suisse. Et à Chaland. Euh, Pardon? Et à Chaland aussi. On fait 2 dates ensemble pour le Ah moment. oui. Ouais, en France. En France et en Suisse. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les autres artistes se taisent? Pourquoi ils ne mettent pas leur notoriété en avant pour éveiller les gens comme toi? Enfin, pourquoi ils se taisent? À part Écoute, pour couper une petite mèche ou l'autre. ouais, c'est le coup de la mèche, ça c'était joli. Euh, Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone il n'y a pas longtemps enfin, voilà, il était intéressé d'acheter mes droits de ma pièce de théâtre que j'avais joué dans le monde d'avant. Et chose qui va se faire, donc ça c'est bien. Mais c'est quelqu'un de très connu dans le monde artistique, c'est très connu au théâtre. Et je l'ai eu au téléphone donc. Et puis à un moment, voilà, on se suit pas spécialement, c'est simplement, voilà. Oups, Stéphane, reviens. Ah, je ne t'entends plus, moi. Tu m'entends? Ah, là, je t'entends, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'avais cette personne, voilà, qui était connue et puis qui me dit, tiens Stéphane, j'ai vu que tu as beaucoup de dates en France, quoi, ça marche bien pour toi. Je dis, oui, oui, c'est vraiment un très beau succès, voilà, que je savoure. Il dit, ah oui. Et, ouais, il dit, wow, c'est pas mal, quoi. Oui, bah, écoute, c'est grâce
voilà, à mes vidéos que j'ai fait pendant le confinement, tout ça, mes coups de gueule par rapport à tous ces couillonnades qui sont passés. Ah, humoriste complotiste. Et je suis, ouais, si on veut, c'est toujours les gens qui m'appellent comme ça, mais moi, je ne m'appelle pas comme ça. Et il me répond, il me dit, mais c'est toi qui as eu raison, Stéphane. C'est toi qui as raison. C'est moi, il dit, moi, j'ai pas eu les couilles de le faire. J'ai dit vraiment, j'ai pas eu les couilles. Je m'attendais pas de cette personne-là parce que c'est une personnalité assez forte dans le métier. Il dit, moi, j'ai pas eu les couilles comme toi de le faire, donc chapeau, bravo. Et il dit, moi, j'ai pas eu les couilles parce que j'ai eu peur de perdre tout. Voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'ils avaient peur de perdre. Et ils se rendent pas compte il y a quelque chose que je dis très souvent dans mes vidéos, que je dis depuis le début, jeter la peur. La peur ne doit pas exister. Et moi, Oui, je n'ai peur de rien. Mais vraiment peur de rien. Si, oui, tu me mets à la Tour Eiffel, le dernier étage, suspendu, j'ai peur. Là, oui. Mais je veux dire, sinon, dans tous mes choix de vie, je n'ai pas peur. Et il disait, voilà, moi j'avais peur de tout perdre. Et je pense que c'est ça, chez beaucoup d'artistes, c'est la peur de perdre, la peur d'être mal vu, la peur oui, de plus être suivi. Et moi, ça a fait l'effet inverse. C'est moi, j'ai pris le parti de dire, je m'en fous. Moi, j'en ai rien à caler. Parce que moi, j'ai refusé quand même 70 dates, 70 dates avec un spectacle, parce que je refusais de jouer avec le pass sanitaire. J'ai refusé, on m'a éjecté de projets cinématographiques parce que j'avais des idées. Donc quand même 3, dont la RTBF. Hein. Donc c'est ces connards de la RTBF qui sont permis de m'éjecter parce que je rentrais pas dans le moule. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Donc moi, voilà, j'ai jamais eu peur. Et au final, ça me rend bien parce que c'est justement ça qui a fait que les gens ont dit waouh, bon, on te suit parce que ça fait du bien quelqu'un qui pense comme nous et qui parle un petit peu à notre place et qui a cette chance, parce que c'est une chance que j'ai d'être pas mal suivi et que de pouvoir dire à leur place que c'est des connards, c'est des salopards. Et ça a réveillé plein de gens. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. oui. Et je pense que eux, c'est la peur et l'ego. Hein. Toujours l'ego. L'ego de l'artiste est insupportable. Hein. Moi, c'est des gens que je fréquente quasi plus, car ils m'intéressent plus du tout. Vraiment, c'est des gens qui ne m'intéressent plus du tout. Quoi. Moi, quand je vois les Césars, je vois les Oscars, je vois les... Oh, je les vois là, se congratuler à recevoir une petite statuette et qui sont juste, voilà, ils se masturbent entre eux, en fait. Et c'est là où c'est des gens qui m'intéressent plus du tout parce qu'on avait vraiment, vraiment besoin d'eux. Vraiment. Et à part quelques Annie Dupéret ou Oui. Daniel Guichard ou Ayam ou HK, Ingrid Courrèges, bien entendu. Francis Lalanne aussi. Francis Lalanne, voilà, que je suis pas, avec lequel je suis pas toujours d'accord, Oui, mais au moins ça le mérite d'être là. Et c'est ça la force. Bigard aussi, au départ, il était avec nous. Après, il nous a un petit peu lâché, mais il a été un petit peu avec nous quand même. Voilà, je remercie ces gens-là. Et donc tous les autres, tous ceux-là qui se congratulent au César, ben, je, même encore aujourd'hui, je veux dire, par rapport à ce qui se passe en France, c'est une catastrophe qui se passe en France. Il n'y en a pas un qui soulève, quoi. Pas un. Il n'y en a pas un qui se dit maintenant stop, quoi. Stop, non, non. Ils sont chez eux dans leur petit 100 mètres carrés du 16e à recevoir des scénarios et se dire, ah oui. putain, j'espère que je vais pouvoir jouer avec un tel. Et puis ils sont là avec des petits fours et des champagnes. Et, euh, et tout ça, je faisais avant, hein, mais tout ça m'intéresse plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. Oui, mais alors là, quand les révélations seront à notre porte et que tout sera dévoilé, ils seront moins confortablement installés dans leur petit confort. Hein. J'en sais rien, Catherine, et je t'avoue que je m'en fiche un petit peu, puisque Ouais. de toute façon, voilà, je ne redemanderai pas plus dans un an, quoi. Après, il y a certaines personnes, c'est vrai, je te cache pas, lorsque je vois un film de Jean-Paul Rouve aujourd'hui, qui est un fiasco, je suis content. Quand je vois Didier Bourdon qui fait un film, c'est un fiasco, je suis content. Cluzet, ce Mm. connard, avec qui j'ai joué moi, hein, donc dans l'ancien monde, hein. Dans l'ancien monde, j'ai joué avec François Cluzet, et je pourrais plus aujourd'hui. Évidemment, même si on me fait un gros cachet, sincèrement, on me dit voilà, mais c'est pour jouer avec Cluzet. Je dis allez vous faire foutre, je refuse de jouer avec ce salopard. Donc tous ces gens-là, oui, je suis assez content quand ils se prennent une gamelle, parce que c'est plus que mérité, c'est l'effet boomerang. Et je ne dégage pas de haine en disant ça, je dégage juste, je suis content. Voilà, ça me fait plaisir. Mais justement, cette période que nous vivons, c'est quand même quelque part. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui souffrent et qui
Enfin, c'est à la fois, horrible et à la fois, je trouve que ça met en lumière tellement de choses et que justement, c'est comme si, je sais pas, mais il y a eu un tri énorme dans les relations. On retrouve des personnes qui, vibrent beaucoup plus comme nous, des nouvelles amitiés qu'on aurait sans doute des personnes qu'on n'aurait sans doute pas rencontrées, sans cette, période. Complètement. Complètement. Moi, j'ai vraiment une nouvelle famille, quoi. C'est-à-dire que par rapport à ma vie d'avant, il y a une famille, voilà, des gens que je ne vois plus du tout. Je pense notamment à ma belle famille. Je ne la vois plus du tout et je m'en porte pas plus mal. Je suis même très content. Et sinon, il y a des amis que j'ai perdus, bien entendu, hein, Mmh. suite à mes prises de position. Mais j'ai gagné, en fait. J'ai vraiment gagné, quoi. Et aujourd'hui, notamment, tous ceux que j'ai rencontrés depuis, il y a pas mal de gens que j'ai découverts grâce à toutes ces couillonnades. Et le public qui vient me voir, c'est plus un public, c'est des frères et des sœurs d'âme, quoi, comme je dis dans le spectacle. C'est vraiment des gens avec qui je suis waouh, en communion, une Ouais. belle communion. Ils viennent plus voir un artiste, ils viennent plus voir un comique, ils veulent qu'on soit ensemble. Et ça, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça que mes spectacles marchent beaucoup, parce que les gens se sentent bien à mon spectacle. Parce que c'est normal, on est entre gens bien. Donc, c'est logique que tout le monde se sente bien. Bien. Oui et par Attends, j'ai rapport mes à la enfants qui font un peu de bruit là, s'il vous plaît. non, dit Juice. Ben oui, mais je vais les frapper après. Oui, bien sûr. Mais par rapport à la peur dont tu parlais, oui, c'est vrai que c'est la vibration vraiment la plus basse et tout à fait à l'opposé de l'amour et oui et de plus en plus, grâce à tes spectacles, à tes vidéos, à tes sketchs, ben, tu montres aux gens que, ben, on doit se débarrasser de cette peur parce qu'on a juste à être. Oui. Et ça, c'est fabuleux. Et puis d'ailleurs, moi, j'ai hâte parce que je viens te voir dans quelques jours. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps, longtemps que j'ai réservé parce qu'il a fallu attendre hein, pour que tu viennes à Bruxelles. Mais écoute, alors c'est marrant parce que Bruxelles va être ma plus petite salle de toute la Oui, tournée. je la C'est connais, cette salle. ouais, c'est juste 106 places et c'est ma toute petite salle parce que tellement j'ai eu du mal à trouver une salle à Bruxelles. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre celle-là. Mais bon, je joue que 2 soirs et bon, les 2 soirs ont été assez vite complets. Et je ne pouvais pas rajouter de date malheureusement parce que Mm. tout l'agenda était déjà pris dans leur théâtre. Mais je reviendrai évidemment. Mais pour te dire, comme quoi, c'était même à Bruxelles, j'ai du mal. On me répond pas hein, à Bruxelles. À Bruxelles, je crois qu'ils savent vraiment qui je suis. Et donc là, c'est très compliqué. Mais tous les théâtres que j'ai appelés à Bruxelles, il n'y a aucun qui me répond. Ok. C'est fou, hein. Ah ouais. Donc c'est le seul qui m'a répondu. Et c'est pour ça que j'y suis. Sinon, sinon voilà. Donc c'est assez révélateur de tous ces couillons là, voilà, qui veulent pas m'avoir suite à mes prises de position. Mais tu dis quand même, venez voir le spectacle et vous comprendrez que c'est beaucoup plus d'amour que de la haine, mon spectacle, contrairement Ah, à bah, d'autres. c'est clair. C'est plein d'amour. Ah oui, Et oui, merci. Merci de montrer ça et de montrer la chaleur humaine. ouais. C'est tellement merveilleux et c'est ce dont le monde a besoin, les gens ont Ok, oui. besoin. Ok, oui. C'est quand je sors à mon petit niveau, moi, quand je sors dans la rue, j'ai pour mission de sourire aux gens et de les regarder dans les yeux quand je les croise. Mhm. Et je me rends compte que ça fait un bien fou aux autres Ah, et à complètement. moi en premier lieu. Complètement. Mais tu sais, c'est ce que je fais aussi à mon spectacle parce que faut savoir que mon spectacle dure 1h40 et après, selon la salle, j'ai 1h30, 2 heures de bisous-cus. C'est-à-dire que je donne un bisou à tout le monde. Alors parfois, tout le monde m'attend, parfois un petit peu moins, mais j'ai toujours un minimum d'1 heure, 1h15, c'est mon minimum. Et c'est déjà arrivé 2h30 où je fais que des bisous-cus. C'est-à-dire que j'embrasse tout le monde. Et c'est la phrase que je dis à chaque fois, puisque je les embrasse réellement. Il y en a qui me tendent la main, je fais non, non, moi je donne des bisous-cus pour un peu réhumaniser tout le monde. Parce que je trouve qu'on s'était perdu d'un point de vue humain, du toucher, Ouais, voilà. Et je le fais expressément, c'est pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment réfléchi. C'est que quand je veux embrasser, c'est pour vraiment dire, faut qu'on se reconnecte un petit peu humainement et parce qu'à ouais, un moment donné, on a l'impression d'être des robots, quoi. Et puis ouais, surtout c'est un par le peu je te virtuel, vois. surtout par le virtuel, quoi. C'est Ouais, on est fort dans le virtuel depuis quelques années et il faut un peu casser ça.
Mm. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ceux qui continuent à porter le masque et à croire que le gouvernement nous veut du bien encore aujourd'hui? Parce que moi, je suis à Bruxelles, hein, et quand je prends les transports, j'hallucine parce qu'il y a toujours des gens qui portent encore ce fameux masque qui ne sert à rien, on est d'accord, hein. Il n'a jamais servi à quelque chose. C'est différent. Donc, il n'a jamais servi à quoi que ce soit. Si, pour les postillons. Ah oui, c'était le grand débat. Pour les postillons, pour les bactéries dans les hôpitaux. Voilà. Les gens ne comprennent pas entre bactéries et virus. J'ai expliqué maintes et maintes fois. Et ce qui se passe, je leur parle pas. Qu'est-ce que tu veux que je leur parle? C'est des gens qui n'écoutent plus, ils sont perdus. C'est des gens qui vont nulle part. Donc ça sert à... Les gens qui mettent encore le masque aujourd'hui, c'est fini. Ils sont finis. Ils sont finis. C'est pas possible. Donc je leur parlerai pas quoi. Mais j'ai toujours ce choc visuel. J'ai toujours ce choc Ouais. visuel quand je le vois. Il y a toujours quelque chose de. Mais j'en veux de nouveau à ces salopards qui ont réussi à instaurer la peur, qui ont réussi à diriger ce monde en disant ferme-la, mais ça a été toi. Quoi. Sauf que là, je ne l'ai jamais mis, puis voilà. Donc, Oui, je me souviens quand tu parles de salopard, j'imagine que tu penses aussi à ce fameux Codeco, le Codeco, je sais pas le code est te... con. Ouais. Ouais. Oui, mais moi je regardais ça avec distance, tu vois, et puis je sais pas si tu te souviens du passage de Alexandre Pénasse qui était toujours là, présent, qui s'affirmait aussi. Et on éteignait ton micro. Quoi. Oui, Ça commence ces dictatures depuis un petit temps déjà. Donc, Alexandre était victime de la dictature déjà il y a longtemps. Quoi. Donc, dès que c'était à lui, hop, boum, on coupait son micro. Ça s'appelle comment ça? C'est C'est la dictature. Et ça venait tout doucement, tout doucement. Et quand je disais à l'époque, tu avais toujours ces couillons de haters qui étaient là. Ah ouais, dictature, bien sûr. Allez, va vivre en Corée, va vivre. Là, c'était la phrase de Steve. Ils répètent, tu vois. Ils répètent tout ce qu'ils entendent à la télé, évidemment. Et c'était, ah ben, va vivre en Corée du Nord et tu verras bien. T'es là, mais non, mais vous comprenez pas, c'est que la dictature, ça s'installe. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça s'installe. Et là, petit à petit, hein, les gens on a la preuve. s'habituent. Complètement. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe en France est la preuve que la dictature s'est installée tout doucement. Oui. Donc, on Ah avait oui, raison, parce que quand tu vois encore une fois. les images avec les policiers qui se permettent de matraquer les gens, C'est encore c'est... gentil, Mais ça me matraquer. fait penser au Bois de la Cambre où tu es allé. C'était il y a combien de temps ça? Le Bois de la Un an et Cambre demi. en Belgique, il y avait une manifestation dans un bois et la police montée, donc à cheval, était là et avec les chars, ça s'appelle comment encore? Oui, il fallait chars à eau, là. Les chars à eau, enfin, c'était assez violent hein, déjà. C'était il y a au moins un an et demi, non? Oui, tout à fait, oui. Par ce connard de Claus, quoi, ouais. Philippe Claus, le bourgmestre maire de Bruxelles, ouais, c'est salopard, oui, tout à fait, ouais. Moi, j'y Ouais. étais avec mes enfants, donc Oui, je sais bien. je sais de quoi je parle, quoi. Non, non, la dictature, elle est bien là, quoi. Et quand je vois ce qui se passe en France, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Oui. Et comment vois-tu l'avenir proche, toi, quand on voit tout ce qui se passe pour le moment? C'est très tendancieux parce que il y a un côté où je pense que le fait que ça pète, ça va amener quelque chose. Et puis, il y a un autre côté qui me dit, vont-ils pas faire une surenchère de violence, ces salopards? Et c'est ça qui m'inquiète plus. C'est-à-dire que il y a un moment donné, face à des robots, puisque c'est comme ça que je les appelle, des Robocop, face à des Mhm. robots, tu peux pas avoir d'humanité. Face à des robots, tu peux pas être humain. C'est des machines. C'est des machines de guerre. Aujourd'hui, quand tu les vois comme ça avec leur armure, ils sont surprotégés. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, oui. Et alors, ça me fait rire quand les flics disent ouais, mais nous aussi, on se fait caillasser. Je fais avec l'armure que vous avez, quand on envoie même un pavé, c'est comme si on nous jetait nous une balle de ping-pong comme ça. C'est la même chose, ça fait le même effet. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Vous êtes surprotégés, ça va. C'est même pas un pavé parce qu'un pavé, même pour le lancer, il faut déjà être fort. C'est pas des pavés qui sont lancés avec des catapultes. Non, c'est à la main. Donc, faut arrêter quoi. Et les mecs souvent se trouvent à 15 mètres. Donc ça va, faut arrêter votre cinéma, les Robocop. Donc c'est vraiment des robots. Donc ça me fait peur, la surenchère. Et tu le vois qu'il y a une haine de leur part vis-à-vis du peuple qui grandit. Et moi je me dis que
je pense qu'il faut vraiment qu'eux-mêmes arrêtent de se dire je vais écouter ce crétin infini de Macron. C'est Davos, quoi. Enfin, c'est l'OTAN. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de défendre l'OTAN, ils sont en train de défendre des salopards, des Ursula, des Trudeau, des Alexander De Croo, ils sont en train de défendre ces salopards. C'est même pas le peuple qui défend, c'est ces salopards, pour pas qu'on y touche. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Donc la milice, ces Robocop sont là pour protéger des mafieux, des gens qui baignent dans le scandale, des gens qui Oui, mais baignent parce qu'ils dans sont la tous corrompus pédophilie. quand tu regardes. Hein. Tous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et donc, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'écouter. En fait, c'est la milice qui écoute Hitler. Quoi. C'est l'armée qui écoute Hitler. Ils ont fait des dégâts, mais eux reproduisent ça. Quoi. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Parce que s'ils se rendaient compte, ils ne le feraient plus. C'est moi, je disais, ça m'avait fait toucher. Ces gars-là, quand ils rentrent chez eux, leur enfant doit dire: oh papa, ça a été ta journée? Très bien, mon fils, j'ai tapé fort aujourd'hui. Oh, génial, ils ont eu mal. Ah ouais, ils ont eu très mal. Il y en a même un, j'ai dit: Pouf, allez. Et il y en a, j'ai jeté un GB, comme ça, j'ai jeté une balle, comme ça, boum, dans ses couilles. Et je lui ai même dit: allez, ramasse ta couille. Oh ouais, c'était génial, quoi. Moi, j'ai mes enfants, quand je rentre, hein, tu sais ce qu'ils me disent, quand je rentre du spectacle, ils me disent: ça a été, papa, t'as bien fait rire les gens, t'as apporté de l'amour, tu leur as fait du bien. Voilà Ouais, la différence entre ces Robocop et moi, et plein d'autres. Hein. Mais ouais. pour dire que je ne comprends pas qu'ils fassent ce métier, parce que s'ils avaient pris un minimum de conscience, c'est pas avoir du QI, hein, c'est un minimum de conscience, de bon sens, ils feraient plus ce métier. Ils ne le feraient plus. C'est logique. Oui, ils peuvent encore changer, hein, ils peuvent encore prendre conscience et changer, quoi, parce que c'est pas gratifiant du tout pour eux, je ne sais pas, mais enfin. Ah non. Oh que non. Et puis, je sais pas si tu as vu cette image, ça m'a choquée. Ils ont les moyens d'investir pour l'équipement des Robocop, mais par contre, il y avait l'image des soignants avec leur sac poubelle. Tu vois, au début, ils Très bien. étaient en Oui, sac poubelle. ah ouais. Je sais très bien de quoi tu parles, donc bien sûr. Oui, oui. C'est Ouais. immonde. C'est- Ah, Coucou qui Eric. voilà. Oui. Non, Bonjour, je Eric. voulais. Bonjour Stéphane, je Qu'est-ce que voulais. je me suis amusé, dit. C'était une Tu es très, interview rigolote. tu es très bon, tu es très bon parce que tu es vrai, tu es C'est ça. authentique. Avant de demander à Catherine de prendre contact avec toi et de t'inviter, on parlait de toi évidemment. Et je disais que tu es probablement ce que la Belgique a produit de meilleur ces dernières années. Et c'est vrai, tu es un humoriste de talent. Je dois dire que de temps en temps, je me paye une dose de Stéphane Cuvelier avant de me coucher parce que je sais que le rire favorise le sommeil. Alors, je vais sur ta page VK. Tu as une page VK, hein, je confonds peut-être avec Facebook. Voilà. Et puis, je regarde quelques capsules et à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je l'appelle, il faut vraiment que je l'appelle. Mais comme tu l'imagines, la vie d'un responsable de Web TV, même une petite Web TV comme la nôtre, a nécessité pendant 15 mois des journées de travail allant de 10 à 15 heures de boulot. Et tu n'as jamais le temps de faire tout ce que tu as à faire. Mais j'avais ce point fixe dans la tête. Je me disais, il faut absolument qu'on fasse venir Stéphane parce que les gens seront ravis et curieux d'entendre la manière dont tu vois les choses, tes analyses. Et bon, moi, j'en ai jamais douté, mais ce matin encore, tu confirmes une grande lucidité, une grande intelligence. Et le monde a besoin actuellement de gens qui éveillent les consciences. Et avec humour, tu réussis à le faire superbement. Et je veux t'en remercier personnellement, mon cher Stéphane. Merci, Eric. Très touché. Merci. Alors, tu suis évidemment les événements parce qu'un humoriste se nourrit aussi de la vie quotidienne. Tu as vu que l'Assemblée des députés français a refusé de voter la motion de censure. Ok, ouais, ouais. Et tu as vu l'espoir que cette motion de censure a suscité chez les Français. Mhm. Et la déception que nous avons tous vécue le soir où les députés, à 9 voix près, Ouais. Mhm. ont refusé donc de donner un avertissement
au gouvernement de Madame Borne. Ouais, oui. Comment tu vois ça, toi? Comment tu l'as vécu? Tu as suivi, tu as regardé? Ah oui, oui, bien sûr que j'ai suivi. Ah ben c'est on est face à des pantins, certes, mais c'est des gens quand même qui prennent des décisions. C'est ça qui m'inquiète toujours. Quand on me dit, mais Stéphane, c'est normal, c'est des pantins, ils font ce qu'on leur demande. Oui, mais c'est eux qui, au final, décident aussi. Donc c'est eux qu'il faut quand même matraquer à la base. Et quand j'ai su qu'il y avait cette motion de censure, j'y ai cru. C'est vrai que j'y ai cru. On était nombreux à y croire, parce qu'il y avait tellement un élan majoritaire par rapport à ce vote que je me dis, mais ça ne peut que passer, parce que sinon, c'est pas possible. Je crois qu'il y avait plus de. On n'était pas loin, on était assez proche des 80% de Français qui voulaient cette motion de censure. Donc, on se dit quand même, si le peuple est à 80%, ça va passer. Et là, quand c'est des députés qui sont entre eux, ça passe pas. Ça fait quand même bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, notamment France Info qui diffuse l'info avant les votes, qui dit que la motion de censure n'a pas été votée. Oh, tout ça, ça pue. Ça pue. Donc, je ne crois pas une seconde qu'il y a eu des dessous de table. Tiens, tu votes pour ça et je te donne du pognon. On le sait, quoi. Je suis convaincu de ça. Convaincu. C'est quelque chose qui me surprend plus du tout. Donc, voilà. Et je pense que des têtes vont tomber, ça c'est sûr. Mais j'espère au sens propre et même au sens figuré, les deux. Écoute, moi, je suis un observateur de la politique puisque j'y ai passé quelques années en tant que journaliste. J'ai répondu à un tweet de François Asselineau qui semblait optimiste et qui disait on va y arriver parce qu'il y a très peu de députés qui hésitent et on espère qu'ils vont basculer du bon côté. Et je lui ai répondu j'aimerais y croire, François. J'aimerais vraiment y croire. Mais j'ai eu un doute jusqu'à la dernière seconde parce que connaissant le milieu politique, Ouais. et ayant pour eux, je le dis toujours, le plus grand mépris qu'un homme puisse éprouver vis-à-vis d'autres hommes, parce que je les ai vus agir, et si les gens n'imaginent pas de quoi ils sont capables lorsqu'ils visent un objectif, un poste ou une position, où ils sont capables du pire. Même nous, les gens normaux, on est loin d'imaginer. Je pourrais citer des anecdotes qui feraient peur aux gens, comme je vais en citer une. Un député maire de la région parisienne qui avait demandé à son adjoint d'aller déposer de la cocaïne au domicile de son épouse avec qui il était en procédure de divorce pour pouvoir la dénoncer aux flics, l'envoyer en prison et justifier le fait qu'il ne paye pas de pension alimentaire. Wow. Quand un homme est capable de faire ça à la mère de ses propres enfants, est-ce qu'on peut encore considérer qu'il a gardé une parcelle d'humanité? Ouais. Voilà, c'est le genre de manières qui sont particulières au monde politique. Et tu as vu qu'il y a un tweet qui a fait le buzz depuis 2 jours, c'est la publication d'une photo de Éric Ciotti, le député de Nice, qui a été récompensé par un poste de questeur à l'Assemblée nationale, 5 000 € par mois, en plus de ses indemnités de député, et un logement de fonction à l'intérieur du Palais Bourbon. Et ce type-là, qui est le responsable de son parti, a menacé les autres députés de son parti de les exclure s'ils votaient la motion de censure. Voilà. Et ce parti-là s'inscrit normalement dans ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition à Macron. Alors, quand on est capable de se vendre pour 30 deniers, Ciotti devrait changer son nom et s'appeler Judas. Il serait plus dans son rôle. Bien sûr. Alors, Stéphane, j'ai envie de revenir un peu sur l'opération Covid parce que toi comme moi, nous voyons
Et samedi dernier, au Palais Brongniart, à la Bourse de Paris, a eu lieu une réunion de scientifiques, de chercheurs, de médecins qui ont la particularité d'avoir déposé une plainte collective à La Haye, une plainte collective pour crime contre l'humanité. Alors, on constate, toutes les semaines, il y a des informations nouvelles qui surgissent. Les lockdown files britanniques où le ministre de la Santé, Hancock, demande à quel moment on doit déployer le variant Alpha. On a Red Shield qui est l'adjoint de Anthony Fauci, qui a déclaré sur l'honneur devant la commission sénatoriale des États-Unis n'avoir jamais financé la recherche de gains de fonction pour rendre le virus encore plus virulent, et qui dit oui, contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur Fauci a bien financé ces recherches. Alors, quand tu sais qu'aux États-Unis, mentir devant une commission sénatoriale expose le menteur à 70 années de prison, on est en droit de s'imaginer que la vérité qui prend l'escalier va finir par arriver et les gens vont prendre conscience qu'ils ont été trompés, qu'on leur a menti, qu'on leur a imposé des mesures excessivement liberticides. Et le pire, c'est qu'on leur a injecté un poison vaccinal qui est un tueur lent, qui va les rendre malades dans un premier temps et qui va les achever au bout de quelques années, puisque le spécialiste de la nanopathologie en Italie, Stefano Montanari, a déclaré que l'espérance de vie des gens qui s'étaient fait injecter ne dépasserait pas 5 ans. Alors, est-ce que toi aussi, tu as l'impression que cette vérité commence à se propager, à surgir, et tu rencontres beaucoup de gens? Est-ce que tu en parles avec eux? Est-ce que tu as l'impression que l'opinion publique, que ton public prend conscience du piège dans lequel on nous a enfermés et des mensonges qui nous ont poussés à accepter les mesures les plus folles? Alors déjà, ceux qui me suivent pensent comme nous, donc déjà, on est tous d'accord, on le sait tous, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'aujourd'hui, je commence à voir tout doucement une personne, 2 personnes qui se sont fait avoir, qui étaient plutôt dans la blague qu'avec nous, se réveiller. Donc ça, moi je le vois, concrètement, je le vois, ça se réveille. Il y a deux sortes de réveils. Tu as le premier réveil qui fait mal, et tu as l'autre réveil qui fait du bien. Je prends d'abord celui qui fait du mal, c'est celui voilà, ils ont une rage, une haine par rapport à ce gouvernement, ils se sont fait avoir. Et tu as l'autre qui dit waouh, je suis content de m'être réveillé. Et ça, c'est vraiment 2 types de personnes que je rencontre de plus en plus. Et les autres, ils sont perdus de toute façon dans le narratif. Et quoi qu'il advienne, on a beau leur dire des choses, ils sont encore mordicus. Mais quand on leur demande des preuves concrètes, ils sont perdus. Ils en ont plus. Ils en ont plus du tout. Là, je vois la grande différence. Pour l'évolution, hein, je te parle en évolution, parce que j'ai beaucoup suivi ça évidemment, parce que comme tu l'as dit, je suis sur tous les réseaux. Je suis sur Twitter, Instagram, VK, Facebook et quoi d'autre, et Telegram. Tu es partout, je te vois partout. Ouais, et YouTube. Donc, c'est que, voilà, la différence qui est quand même énorme, c'est qu'avant, je disais quelque chose par rapport à ce qui se passait, j'avais 30-40% de gens qui m'assassinaient. Aujourd'hui, j'en ai quasi plus que 1%, parce qu'il n'y a plus d'arguments. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire que je vois vraiment la différence. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit les effets secondaires du vaccin, lorsqu'on dit maintenant que c'est prouvé que ça vient d'un laboratoire, que c'était construit d'un laboratoire, quand on dit maintenant que tu sais, je ne vais pas répéter tout ce qu'on sait, mais c'est tellement évident, c'est tellement gros que c'est fini, ils ne savent plus répondre. Je pensais encore l'autre jour, tu sais, les vaccins Johnson & Johnson, AstraZeneca, ils sont où ceux-là? On ne les voit plus. Ne fût-ce que ça, tu dis, ça ne vous étonne pas quand même que
vous avez été injecté il y a 2 ans d'un produit dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. Plus du tout. Vraiment, c'est fini. C'est Pfizer maintenant. Number one, c'est Pfizer. Comme par hasard. Pfizer avec les SMS, hein, on sait bien, avec Bourla et Ursula. Donc, tu dis, voilà maintenant, qu'est-ce que vous allez nous sortir comme argument? Là, aujourd'hui, tout le monde est en train de se taper dessus en France. Bizarre, on ne parle plus de l'Ukraine. Pour l'instant, c'est peut-être pas important. Comme quoi, c'est eux qui décident où ils mettent l'importance ou comment voir le peuple. Parce qu'avec l'Ukraine, ils ont voulu évidemment berner le peuple pour pouvoir monter les prix, pour pouvoir de nouveau se faire du pognon. Et c'est ça petit à petit qui fait que les gens s'éveillent. Tu sais, par rapport notamment avec l'Ukraine, il y a plein de gens au départ, moi pareil, moi je me suis foutu de la gueule de l'Ukraine, pas de ceux évidemment qui subissent la guerre, hein, mais il faut savoir, comme tu sais très bien, que la guerre à Donbass existe depuis quelques temps, pas depuis 2022. Et au départ, voilà, je me faisais encore assassiner. Ouais, comment vous osez dire ça? Comment vous osez dire ça? Hein, il faut les aider, il faut les aider, il faut les aider. Et là, maintenant, les gens ont changé vraiment leur fusil d'épaule. C'est attention, bon, j'étais d'accord pour pouvoir les aider, mais bon, maintenant, moi aussi, ça commence à être dur. Moi, j'arrive plus à payer mon loyer, j'arrive plus à payer mon gaz, mon électricité. Donc, voilà, l'éveil vient d'eux-mêmes, en fait. Ils viennent d'eux-mêmes, se disent, c'est vrai que bon, je veux bien, mais il ne faut pas exagérer. Ah, ben, ils exagèrent depuis 3 ans, là. Mais c'est bien que tu te rends compte maintenant. Et c'est ces petites choses qui permettent maintenant vraiment, c'est eux-mêmes, ça va venir chez eux, c'est pas moi qui vais leur faire changer d'avis, c'est eux à voir. Et je dis, moi je reçois énormément de messages privés et je les lis tous, je réponds pas à tout le monde, j'ai pas toujours le temps, mais je les lis tous et il se fait que ce que je lis de plus en plus, c'est ben là, ma mère, depuis qu'elle a fait ça, elle n'est pas bien. Donc là, elle se pose vraiment des questions. Là, mon père, il a eu ça. Moi, ma sœur a eu ça. Moi, ça, voilà. Et ça commence à grandir de plus en plus, mais vraiment à grandir. Et c'est là où on fait, ben, là, pendant le Covid, je suis désolé. Moi, je n'ai perdu personne du Covid. Je n'ai eu personne qui a été aux soins intensifs du Covid. Mais personne. Je suis très sincère. Hein. Personne. Là, ici, j'ai plein de gens qui ont été à l'hôpital parce qu'ils sont fait injecter, qui sont mal depuis, plein. Donc, comme quoi, j'ai beaucoup moins peur du Covid que du vaccin. Si les gens avaient eu la curiosité d'ouvrir un dictionnaire pour connaître la définition du mot pandémie, ouais, ils auraient compris qu'une pandémie aurait été visible aux yeux de tous. Les cadavres se seraient accumulés dans les rues. Ah ouais. Il nous a fallu 1 an de combat, Stéphane, pour faire admettre que ce virus n'était pas un produit naturel. Moi, j'ai commencé à l'écrire dès le début parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'une information que m'a fourni mon confrère Pepe Escobar, qui est un journaliste indépendant brésilien qui travaille pour un journal qui s'appelle Asia Times et qui m'avait dit regarde ce qui s'est passé à Fort Detrick aux États-Unis, Eric, et tu vas te poser des questions. Et j'ai effectivement enquêté. Le Covid, qui ne s'appelait pas encore Covid, avait déjà frappé les États-Unis en mars 2019. Le Pentagone a fermé le laboratoire de recherche bactériologique dans l'urgence parce qu'il y a eu des personnes contaminées dans la région et on a fait croire aux gens que c'était probablement la cigarette électronique qui les rendait malades. Avant de reconnaître que c'était une grippe, et puis les gens ont signé une pétition aux États-Unis. Les citoyens ont la possibilité de s'adresser directement au gouvernement via Internet à travers une pétition qui s'appelle We the People. Et pour la première fois, au mois d'avril-mai 2019, le mot Covid était utilisé dans cette pétition. Donc, des mois avant la première personne atteinte du Covid en Chine. Mmh. Ensuite, quand l'Italie a été touchée, ils ont analysé ce virus que certains prétendent ne pas exister. Si ce virus n'existe pas, comment on explique que Fauci et les organismes sanitaires américains aient dépensé des millions et des millions de dollars pour la recherche de gains de fonction, c'est-à-dire pour le rendre encore plus virulent. Il nous a fallu 1 an. Et le professeur Montagnier, à partir du moment où il l'a déclaré sur un plateau de télévision, ce virus
n'est pas un virus naturel parce qu'il a subi un séquençage. On lui a intégré une séquence de HIV et de malaria. À partir du moment où on intègre des séquences à un virus, ça devient un produit de laboratoire, donc une arme biologique. Pendant un an, les médias nous ont raconté l'histoire du pangolin et de la chauve-souris. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils n'ont plus le courage de le dire, mais tu constates que les médias et un certain nombre d'intellectuels qui ont la particularité d'appartenir tous à la même tribu continuent à nous faire croire que le vaccin est un bienfait et qu'il nous empêche d'être contaminés et de contaminer les autres. Alors qu'on sait tous que c'est faux. Alors comment tu expliques, toi, cet entêtement à vouloir nous faire avaler le contraire de la vérité? Ben, tu sais, tu prends l'audimat des journaux télévisés, je prends en France surtout, même en Belgique, le rapport est quasi le même, mais tu as 66 millions de Français. Le journal télévisé n'est regardé qu'à 4 millions. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 62 millions de gens qui ne regardent pas. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une majorité de gens qui n'y croient pas à tout ça. C'est ceux qui ont regardé la télé, en fait. Ceux qui ont regardé la télé, durant cette pandémie surtout, qui ont eu peur, qui se sont dit, ah ben si on le dit à la télé, c'est que c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. C'est les médias. Ils ont réussi à instaurer de nouveau la peur. On revient toujours au même sujet. Mais voilà, une fois qu'on est ouvert à ça, c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, je regarde plus jamais la télé. Enfin, je parle du journal télévisé. Je regarde plus jamais. Et effectivement, nous maintenant, on le sait bien, on fait 2 clics et on a la réponse, quoi. Là, pas. Là, c'est BFM TV aujourd'hui encore que ils arrivent pas. Ils arrivent toujours pas. Ils sont toujours pas. Je sais pas si ça fait vraiment partie de leur politique, hein, mais de pas vouloir dire la vérité, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Alors, tu as vu qu'Alexandra Orion-Caude a sorti un livre, Pierre Chaillot a sorti un livre. Alors, je vais te faire une confidence, mon cher Stéphane. Vas-y. Nous avons reçu sur TV ADP des dizaines et des dizaines de médecins, de chercheurs, de scientifiques qui nous ont gratifiés de leur savoir et de leur connaissance. Mais à tous, j'ai posé la même question. Croyez-vous que nous sommes victimes d'une conspiration criminelle ou suis-je un complotiste délirant? Stéphane, sur 100 personnes à qui on a posé cette question, et j'ai des témoins puisque ce sont des émissions dans lesquelles je me suis infiltré, de nos journalistes, nos animateurs, 99 ont répondu par l'affirmative. Nous sommes victimes d'une conspiration criminelle. Une seule personne m'a répondu « Ah non, Eric, moi, je n'utilise pas ces mots-là ». Alors, les 2 livres qu'ont publiés Alexandra Orion-Caude et Pierre Chaillot sont un pas en avant important, très important. Le livre d'Alexandra a le mérite de faire s'interroger les gens, se poser les vraies questions. Quant à Pierre, il a fait un travail extraordinaire où il a démonté et démontré que les hôpitaux n'étaient pas surchargés, contrairement à ce qui était dit, que le nombre de personnes atteintes du Covid a été exagérément trafiqué. Et je fais juste une parenthèse, moi je vis dans la région romaine, en Italie. Ce qui s'est passé ici, c'est encore pire que ce qui s'est passé chez nous. Ici, ils ont quand même séquencé le virus et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le même que celui qui a frappé la Chine. Nous avons appris dernièrement par le professeur Joseph Trito que si les Chinois, effectivement, à Wuhan, ont fabriqué leur propre virus, les Américains qui faisaient sous-traiter par les Chinois le virus avaient aussi, eux, leur propre virus et qu'ils étaient différents.
aux États-Unis, c'est la DARPA, donc une organisation proche, membre de la défense des États-Unis. Donc on peut considérer aujourd'hui que ce sont les Américains qui ont propagé ce virus en Europe. En Italie, l'Institut supérieur de la santé, qui est correspondant de l'OMS, donc c'est un organe plus qu'officiel, a publié les vrais chiffres des contaminés, des morts du Covid. À ce moment-là, c'était M. Draghi, le Premier ministre, qui venait à la télévision en disant « Si vous ne vous vaccinez pas, vous mourrez et vous faites mourir ». On peut difficilement faire mieux en matière de manipulation de l'opinion publique. Nous avons 140 000 morts du Covid. Et l'Institut a publié ces chiffres que j'ai là, gravés. 3783. En précisant que ces personnes étaient dans un tel état de faiblesse immunitaire qu'elles seraient mortes de n'importe quoi d'autre. Donc, aujourd'hui, on espère effectivement, ensemble, et toi, tu y contribues à travers le travail que tu fais, on espère passer à la phase supérieure des opérations, c'est-à-dire mettre ces gens face à leurs responsabilités. Moi, j'ai publié un livre qui s'intitule Covid-19, une conspiration criminelle. Mon livre, qui a été envoyé à tous les médias, est jugé dangereux et subversif. Classique. Alors, on espère effectivement pouvoir passer au stade supérieur des opérations, mettre les gens face à leurs responsabilités et obtenir justice, parce qu'il ne faut pas oublier les victimes innocentes de la politique sanitaire, à commencer par les anciens dans les EHPAD. Pour eux, il ne peut y avoir ni pardon ni oubli, ils ont besoin de justice et c'est ma mission, j'ose dire. J'ai un certain âge, mais j'aimerais, avant de partir, assister à ça, à la justice, à voir ces criminels rendre des comptes devant la justice. Alors avec Rainer Fulmich qui explique que les tribunaux occidentaux sont tous corrompus et que ça va être difficile, moi je préconise depuis le début, au risque de finir en prison, la création de tribunaux populaires. Parce que seul le peuple pourra rendre la justice. Quel est ton avis sur la question? Sur quelle question? Tu n'en as pas posé. Sur la justice, la nécessité d'obtenir justice. Ah si, je suis entièrement d'accord. On va y arriver. Après, j'ai encore une once d'espoir de ce qu'il en reste, de croire qu'ils ne sont pas tous corrompus. Mais je sais que c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que l'argent a pris le dessus sur l'humanité, ça c'est inévitable. Et je pense que oui, ça viendra du peuple. Mais tu sais, quand je disais tout à l'heure par rapport à la décapitation, donc que des têtes vont tomber, je pense qu'il faudrait le faire vraiment pour remettre de nouveau à zéro cette société. Parce que c'est, comme tu le dis très bien, enfin, on le disait tout à l'heure avec Catherine, tu prends tous les ministres, il n'y en a pas un qui a baigné dans un scandale. Pas un. Ils ont tous eu un scandale à un moment donné, quoi. Et c'est ces gens-là qui nous font la morale et qui nous disent ce qu'on a à faire. Donc moi, oui, un peu redonner au peuple son pouvoir, parce qu'il est complètement perdu. Il n'y en a plus. Et encore le mot pouvoir, je ne suis pas très fan, mais on se comprend. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut. Mais moi, je dis souvent, tu sais, on l'a dit très souvent, le Nuremberg 2.0. Moi, j'y crois. J'y crois vraiment, quoi. J'y crois. Donc, et c'est peut-être pour ça que je me dis qu'à un moment donné, quand les révélations vont vraiment être là, ils vont le payer très cher. C'est ce que j'espère, évidemment. Bon, Stéphane, on va terminer sur une note positive. Donne-nous quelques dates de spectacle, dis-nous où les gens vont pouvoir venir te voir. Ah bah attends, il faut que je mette mon agenda parce que je ne connais pas par cœur. Écoute, là, je suis à Bruxelles la semaine prochaine, mais là, je verrai. Donc on se verra, Catherine, on se fera un gros bisou. Oui.
On a Je peux pas diffusé vous ta dire. capsule, Avec joie. on a Ah, ouais. diffusé ta capsule de VK dans laquelle tu annonçais la liste de tes spectacles. Ah, bah, ok. Bah, alors, donc, bah, écoute, là, à Brest le 15 avril, je serai à Brest. Le 21 avril à Genève. Et puis après, le 28-29 avril à Breuil-le-Vert, dans l'Oise. Et puis après, voilà, donc allez voir sur mon site toutes les autres dates, mais aussi Rouen, Caen, Auray, Châlons, Dijon, Lyon, Montpellier, Marseille, Liège, Bordeaux, Châteauroux, Huy, Palaiseau et Montréal. Voilà. Ouais. Je me réjouis de ton succès. Je te le Merci. dis en toute amitié, Stéphane, ton succès est mérité. Tu nous fais un bien fou. Tu as une fonction sociale, comme disait Catherine tout à l'heure, absolument essentielle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce succès a explosé pour toi pendant la période Covid, c'est-à-dire pendant la période où tous les autres artistes sont Ouais. restés silencieux, enfermés chez eux. Toi, tu as eu le courage de t'exposer, de dire ce que tu penses. Et je pense que une partie de ton succès est due aussi à ça, ton courage et ton authenticité. Oui. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai fini ma série de questions. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir accordé le privilège de te recevoir sur TV ADP et sur JSF TV. Je cède la parole à Catherine et ne décroche pas après le générique. On fait un petit Je- débrief. Merci à toi, À Eric. toi. Merci. Oui, et merci pour ton humilité aussi. Je tenais à le souligner parce que c'est super important, cette humilité qui fait de toi un être génial Génial. et génial. Voilà. Le Voilà. côté Même quelqu'un moi, je peux le humilité. dire. Ouais. Tu vois, moi, je peux le dire. Et, C'est gentil, Catherine, tu sais, mais l'humilité, c'est simple humilité. C'est pas se prendre pour quelqu'un de supérieur aux autres. Faut être très con et très imbu de soi-même pour se prendre supérieur aux autres. Donc oui, voilà, ben voilà. je n'ai pas d'effort à faire pour être humble. Sincèrement, ben voilà, on me le dit souvent, C'est ce mais qui te ça, différencie voilà. de ceux qui se trouvent au César, etc. Ah, ceux-là, oui. Ah oui, Tu vois? ça me manque beaucoup d'humilité, oui. Mais c'est dans ce sens-là, voilà, voilà, j'arrive. C'est-à-dire que il faut pas me féliciter d'être humble. C'est eux qui devraient se poser des questions pourquoi ils ne sont pas. Voilà. Je crois que elle est là la différence. C'est que Mais moi, c'est pour tout ça, à il fait faut se normal de remettre en l'être. question. Ah, ça, c'est. Il ne Ah, faut ça, pas c'est pas demander trop donné à à un tout le artiste, ça. monde. Non, surtout pas un artiste. Voilà. C'est ce qu'on va souhaiter aux gens, se remettre en question. Et puis aussi, j'avais envie de dire à ceux qui ouvrent les yeux maintenant, ben, osez dire, osez parler. On est nombreux à s'être trompés, on se trompe tous un jour ou l'autre. C'est pas grave en fait. C'est ce qui fait qu'on est des humains. Donc, parce que le témoignage de Lucie m'a beaucoup touchée aussi. Hein. Ah oui, oui. Donc, Et j'en ai plein. Hein. Il se fait que voilà, la différence avec Lucie et d'autres, c'est elle a fait une vidéo. Donc c'est plus facile pour moi de partager oui. que d'en parler. Donc là, l'impact est beaucoup plus fort. Mais sinon, j'ai plein de témoignages qui vont dans le même sens qu'elle et qui sont tristes à mourir. Et moi, j'oublierai jamais un jour, c'était vraiment, je parle de ça il y a un an et demi. Un jour, j'ai un jeune homme qui me laisse un message en vocal sur Instagram et qui me dit, qui est quasi en pleurs, qui me dit voilà, monsieur Cuvelier, je vous appelle parce que je ne sais plus qui appeler. Ma famille ne me parle plus parce que je ne veux pas me faire vacciner. Mais mon frère ne me parle plus. Voilà, plus personne ne me parle. J'ai plus que vous. Donc voilà, je voulais vous appeler parce que je ne sais plus à qui parler. Là, tu fais waouh, on en est là, quoi. On en est là. J'ai rappelé tout de suite ce jeune homme surtout pour remonter le moral, évidemment, mais surtout lui dire voilà, j'avais peur qu'il fasse une bêtise. Donc, j'en ai plein des comme ça. Et c'est pour ça que j'ai continué le combat. C'est vraiment pour ça. C'est triste, mais c'est justement eux aussi qui m'ont donné la force à dire putain, faut pas que je les lâche. Pour continuer. Je dois continuer. Je sais que je leur fais du bien. Donc là, je peux pas lâcher. À un moment donné, oui, c'est devenu une mission pour moi de tenir les troupes. D'ailleurs, je le dis quelquefois dans la vidéo, je disais allez les gars, on lâche rien, allez, on est ensemble, allez, faut pas se laisser aller, allez, on y va. Parce que je savais que ça Oui, mais descendait. c'est important. Hein. Ouais. Et là, je dis bon, ben, mon rôle aussi,
au-delà de faire la comédie, c'est aussi dire, écoutez, tant que j'ai de l'énergie, elle est là. Tant que je peux la donner, elle est là. C'est ma mission, elle était là. Et prenez mon énergie et ça m'épuise par moment, mais on me le rend bien après. Voilà. Merci pour tout ça, Stéphane. Merci d'être venu dans l'émission et merci. On continue le combat. Et puis, bisous, Skus. Bisous, Skus, Catherine. À tout bientôt. Salut. Au revoir. Salut.